C'est un bilan qui est extrêmement lourd puisqu'il s'est passé énormément d'événements au cours de la décennie écoulée. Bien évidemment, je fais référence aux soulèvements qui ont commencé en Tunisie fin 2010 et qui après se sont déroulés en Égypte, en Libye, en Syrie, au Yémen, et donc qui ont vu la fin d'un certain nombre de régimes qui étaient en place depuis des dizaines d'années. Donc c'est la chute de Moubarak en Égypte, de Kadhafi en Libye, du président Saleh au Yémen, pardon, la contestation en Syrie qui est toujours en cours. Donc ce sont des bouleversements profonds puisque c'est l'émergence des sociétés qui souhaitent finalement prendre leur destin en main, si je puis dire, et qui souhaitent un changement radical de régime, des régimes qui sont extrêmement sclérosés, des systèmes politiques sclérosés et qui ne permettent pas finalement à ces sociétés de pouvoir participer aux décisions politiques. Il y a également un phénomène qui s'est déroulé pendant cette décennie, qui était aussi le développement très important de la corruption, donc avec des systèmes prédateurs et un développement économique qui est complètement empêché par ces pratiques de corruption et de prédation, et raison pour laquelle aussi ces sociétés se soulèvent puisqu'elles vivent un appauvrissement considérable. Donc ça, on est encore dans ces phénomènes, dans ces transitions qui sont en train de se dérouler, avec un acteur aussi qui a émergé pendant cette période, qui est l'acteur qui représente l'islam politique, puisque dans les premières élections qui se sont déroulées suite à ces soulèvements et au départ d'un certain nombre de dictateurs, ce sont les frères musulmans qui sont arrivés au pouvoir. On a pu le voir en Égypte, on a pu le voir en Tunisie, de sa manière au Maroc avec le PJD, le Parti de la Justice et Développement. Et en même temps, dans certains cas, dans le cas de l'Égypte, l'expérience frères musulmans n'a pas été concluante puisque l'armée et une partie de la population, finalement, a renversé ce régime qui avait été élu des frères musulmans pour le remplacer par Sisi, qui appartient vraiment au système de l'armée. Donc l'émergence des frères musulmans, ça c'est un autre élément. On voit que les monarchies, finalement, ont beaucoup mieux résisté à ces mouvements de contestation, puisqu'à l'exception de Bahreïn, qui a vu un début de soulèvement, les autres pays du Golfe n'ont pas vécu ces moments-là, mais parce qu'il y a eu, grâce à la manne pétrolière, la possibilité d'acheter la paix civile et de faire en sorte que la contestation n'aille pas au-delà de quelques rassemblements qui ont pu avoir lieu ici ou là, en particulier en Arabie saoudite. On a vu, et ça c'est un autre élément très important de cette décennie, c'est qu'on a vu aussi un mouvement de contre-révolution se mettre en œuvre sous impulsion en particulier de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui étaient très inquiets de ces mouvements de contestation populaire, avec la crainte qu'éventuellement ces mouvements puissent se dérouler aussi dans leur pays. Donc on a vu ces deux monarchies soutenir les contre-révolutions et soutenir des régimes, comme en Égypte avec le maréchal Sisi qui est devenu président de la République, soutenir des régimes qui luttent contre les frères musulmans, puisque les frères musulmans sont vraiment la bête noire de ces pétromonarchies du Golfe. Pendant ce temps, dans la région, on voit une situation en Israël qui aussi pose question, puisqu'il y a un vide politique actuellement, une impossibilité suite aux élections, à mettre en place un gouvernement, et vis-à-vis des Palestiniens, une colonisation qui continue et une absence totale de règlement possible aujourd'hui dans ce contexte-là. Un autre élément très important, c'est la signature de l'accord sur le nucléaire en juillet 2015 entre l'Iran et la communauté internationale, qui laissait percevoir la volonté finalement de réintégrer l'Iran dans le concert régional et permettre une certaine stabilité dans le Golfe Persique. Comme vous le savez, cet accord a été dénoncé par Trump et aujourd'hui, on est donc à nouveau dans une situation extrêmement instable avec une rivalité très grande entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui ne permet pas la possibilité, en tous les cas, d'arriver à une certaine stabilité régionale. Et c'est vrai que sous l'impulsion du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui est aux manettes de sa manière depuis 2015, on voit un durcissement, un raidissement de la position de l'Iran vis-à-vis de l'Arabie saoudite et donc de tensions, et avec aussi une crise aujourd'hui au sein du Golfe en raison de l'attitude des Émirats et de l'Arabie saoudite contre le Qatar, accusé de soutenir les frères musulmans. Et donc la seule institution régionale
qui fonctionnait jusque-là, à savoir le Conseil de coopération du Golfe, aujourd'hui est en grande difficulté et avec des risques d'instabilité, comme on a pu le voir récemment, en raison de cette crise aussi Iran et Arabie Saoudite. On a vu avec les bombardements, enfin, pardon, pas les bombardements, mais le fait que des missiles lancés par les Houthis au Yémen, mais plus probablement avec l'aide de l'Iran, ont pu déstabiliser les installations pétrolières de l'Arabie Saoudite. Donc, tension très grande dans le Golfe qui continue, même si je pense qu'aucun des acteurs régionaux ne souhaite un affrontement direct militaire, mais monter en tous les cas de la tension. Et on assiste aujourd'hui à une nouvelle phase des soulèvements avec le Soudan, l'Algérie, l'Irak et le Liban, où là, on a aussi des mots d'ordre qui sont vraiment la volonté des peuples de mettre à mal les régimes tels qu'ils ont fonctionné, et dans le cas plus particulièrement de l'Irak et du Liban, la fin du système confessionnel communautaire pour mettre en avant l'identité libanaise et irakienne. Cette décennie voit aussi, en termes de rapport géostratégique, voit le retour de la Russie, qui est aujourd'hui l'acteur majeur dans la région, puisque la Russie peut parler avec tout le monde, aussi bien les pays arabes qu'Israël, qu'avec l'Iran. Et ça, c'est la donnée très importante, avec des États-Unis qui, eux, sont de plus en plus partie prenante d'un côté et ne peuvent plus jouer un rôle d'arbitre comme les États-Unis auraient pu le jouer. On l'a vu avec la décision de Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire. On l'a vu avec la position de Trump de soutien inconditionnel à Israël en décidant le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc cette position américaine renforce aussi, me semble-t-il, l'instabilité. Autre bouleversement majeur, l'émergence des puissances régionales qui veulent vraiment jouer un rôle important. On le voit avec la Turquie vis-à-vis de la Syrie, mais pas uniquement. L'Arabie Saoudite qui veut jouer un rôle régional, même si ce qu'elle a fait pour l'instant n'a pas été concluant, et on l'a vu avec la crise du Golfe. Mais en tous les cas, il y a cette volonté très claire de la part de ces puissances régionales d'être aujourd'hui, de prendre les choses en main. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la décennie à venir? Je crois que l'élément important, c'est l'émergence des sociétés civiles dans l'ensemble de cette région. On l'a vu avec le déclenchement des révolutions. Ça va être long, ça va être compliqué, mais elles sont là, elles veulent faire entendre leur voix. Les jeunes sont éduqués et savent ce qui se passe dans le monde, et ils veulent en tous les cas changer les choses, mais ça va être compliqué puisque les régimes en place ne veulent pas lâcher grand-chose du pouvoir dont ils disposent. L'islam politique existe encore, même si les frères musulmans ont démontré leur incapacité à gérer les affaires. Ils sont là, c'est une partie importante du spectre politique, et il ne faudrait pas les enterrer trop vite comme certains ont pu le faire. Et l'islam radical, tel qu'on l'a pu le voir avec l'organisation État islamique, même si cette organisation a été éradiquée d'une certaine manière, les ferments pour lesquels ce genre de mouvement existe encore, et donc il y a un risque de réémergence, en tous les cas, de ces mouvements extrêmement radicaux et qui veulent un changement total des systèmes dans lesquels vivent ces sociétés aujourd'hui. Sur le plan géopolitique, on peut dire que le retour de la Russie, me semble-t-il, va se confirmer, puisque c'est un acteur aujourd'hui qui est là, qui est bien présent et qui est crédible, à la différence des États-Unis qui ont démontré finalement le fait qu'ils lâchaient des alliés, alors que la Russie est très fidèle dans les alliances qu'elle a pu établir. On voit une Chine qui est en train aussi d'apparaître dans la région de façon beaucoup plus claire qu'auparavant. Il y a évidemment les routes de la soie, mais ça n'est pas simplement sur le plan économique. Donc je crois qu'il faut tenir compte de cette présence. Et le grand échec, me semble-t-il, c'est l'échec de l'Europe qui n'a pas été en mesure d'être un acteur crédible, pouvant représenter une voix différente entre les Américains, les Russes et éventuellement les Chinois.